Bonjour et bienvenue dans Point Paul, la grande web émission politique de la campagne, lancée et imaginée conjointement par l'internaute.com, par le journal du dimanche, représenté aujourd'hui par Anne-Charlotte Dussault, par le Huffington Post, représenté aujourd'hui par Alexandre Boudet, et par le Lab européen, représenté aujourd'hui par Aurélie Marciro. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Notre invité aujourd'hui est ouvrier dans l'automobile. Il est le seul candidat bordelais à l'élection présidentielle. Il se lance avec NPA dans sa deuxième campagne pour, il le dit lui-même, contester le système. Même s'il doit à nouveau, il l'a aussi dit, se faire chier pendant des mois à faire des interviews. Notre invité est Philippe Poutou. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bah, Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Jeanne, au secours! Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui dans Point Paul. On va commencer, c'est une habitude dans cette émission, par la première séquence. Une séquence où on vous demande de légender une photo qui apparaît sur l'écran derrière là. Donc c'est une photo qui a été prise, vous vous souvenez peut-être, en décembre 2012. Vous sortiez de l'Élysée, vous venez de rencontrer le président nouvellement élu. Alors elle appelle tout de suite un premier commentaire. Vous vous souvenez de ce moment-là? Oui, je m'en souviens. Ouais. C'est la seule fois que je suis allé à l'Élysée. Mais c'était. Hollande avait reçu tous les partis politiques ou les anciens candidats. Au sujet de la commission d'espace. Voilà, par rapport justement à la réforme de la loi concernant l'organisation des présidentielles. Voilà, donc là je sortais. C'est un bon souvenir, vous en gardez un bon souvenir? Pas spécialement, mais bon, c'était là, j'avais levé le poing aussi. Enfin voilà, j'avais essayé de se. C'était la première fois que vous alliez à l'Élysée? Oui, je crois, c'est la seule fois même. Et alors? C'est comment? C'est beau? C'est Bon, impressionnant? beau, enfin, il y a un côté impressionnant, mais enfin bon, là j'avais dit en sortant justement que c'était plus joli que le local de la CGT. Voilà, mais non, voilà, bon, après ça laisse pas plus de souvenirs que ça. On s'est posé une question, c'est demander la dernière fois que vous avez porté un costume, c'était quand? Parce que même pour aller à l'Élysée, vous ne portez pas de costume. Ouais, mais non, j'en porte pas. Jamais. Non, c'est une habitude. Hein. C'est vrai qu'à l'usine, on est plutôt en habit de travail, et puis quand on sort. Enfin, non, voilà, bon, après, c'est chacun son truc. Hein, je ne suis pas opposé au costume. Enfin, bon, c'est pas. Et si un jour vous êtes président de la République, vous serez président. Ah ouais, ça ne changera pas. Non, En pas, suite. pas le costard. Ouais, D'accord. normal, quoi. Hein, même si on ne rêve pas de ça, ou on pense que la fonction présidentielle est anormale. Enfin, on n'est pas d'accord avec ça. Mais, Vous pensez que les hommes politiques feraient mieux de s'inspirer de vous et de votre tenue vestimentaire, qui sont déconnectés peut-être je ne pense pas que le problème il soit là. C'est pas une question d'habit. Bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours l'habit ne fait pas le moine, mais quand même un petit peu. Enfin, bon, non, c'est pas du tout ça le problème. Je pense que la question de. Là, je me distingue peut-être parce que je suis en jean et pas en costard, mais en réalité, le vrai distinguo, c'est pas celui-là. C'est que moi, je suis salarié et c'est ça le problème qu'on a envie de discuter. C'est que d'un côté, il y a des politiciens professionnels et au-delà du métier ou de ce qu'ils font, c'est aussi à quel service, à qui ils servent. Et nous, on pense que le problème, il est là, c'est d'arriver à discuter de ça. Des politiciens qui servent le camp des riches. Et puis après, d'un autre côté, des salariés qui posent le problème d'un camp social qui n'est pas du tout représenté et qui est même opprimé ou exploité au quotidien. On va tout de suite parler de fond, de politique, avec la première séquence d'actualité qu'on appelait top départ de la campagne, mais que fait le NPA? Oui, Philippe Poutou, la semaine qui s'est écoulée a vu la victoire de François Fillon à la primaire de la droite. C'est un candidat qui se définit lui-même comme très libéral. Certains le qualifient d'ultra-libéral. Est-ce que finalement, pour vous qui représentez la gauche de l'échiquier politique, c'est pas finalement du pain béni qu'un candidat aussi à droite soit élu et que ça ramène du clivage gauche-droite? Comment vous voyez sa victoire à lui? Oh non, c'est pas du pain béni. Enfin, il n'y a pas de quoi se satisfaire. Bon, c'est sûr que de toute façon, la primaire à droite, ça ne me concernait pas. Voilà, c'était 7 individus. C'était plus des ambitions personnelles qui les séparaient qu'autre chose. Après, l'idéologie de fond, on la connaît quand même. C'est une idéologie de droite très, très rétrograde pour nous. Mais ce qu'on voit avec la victoire de Fillon, c'est peut-être qu'à ce jeu-là, c'est le plus à droite qui gagne, quoi. Enfin, en tout cas, dans l'affichage. Et c'est plutôt un signal inquiétant, mais c'est aussi un signe des temps, quoi. La victoire de Fillon, celui qui avait le programme en tout cas le plus libéral, à tout point de vue, parce qu'il y a la question économique, mais après on peut discuter aussi de la question morale.
la question religieuse, enfin on voit ce qu'ils représentent, mais voilà, donc en fait on voit une droite qui se durcit, qui s'extrémise, on pourrait dire même, parce que là on est dans une droite, enfin, après voilà, le distinguo avec l'extrême droite, c'est pas forcément évident des fois. Donc voilà, c'est ça, c'est plutôt le signal d'une situation sociale qui est très dure, et aujourd'hui, ben voilà, le message il est clair, c'est-à-dire que si la droite revient, eh ben, ils ne s'embarrassent plus, ils feront ceci, ils attaqueront le temps de travail, ils attaqueront les retraites, ils attaqueront les fonctionnaires, enfin voilà, donc c'est plutôt ce signal-là qui est donné, et qui est inquiétant, mais qui en même temps montre où on en est aujourd'hui. Et sur cette primaire, on a vu qu'il y a eu un débat sur savoir si des électeurs de gauche allaient y aller, notamment pour faire battre Nicolas Sarkozy. Est-ce que dans votre entourage, vous avez des gens qui ont eu cette conversation et qui peut-être se sont dit c'est la droite, mais je vais quand même y aller pour que Nicolas Sarkozy soit plus dans la vie politique? Oui, bien sûr, ça s'est discuté, même dans ma famille, ça s'est discuté, ou même des collègues au boulot. Il y a des collègues au boulot qui se sont posé le problème, et certains finalement pas fait, mais d'autres visiblement l'ont fait, avec cette idée de limiter la casse, et puis en essayant de faire pencher la balance sur celui qui serait le moins à droite. Mais bon, après, voilà, on a discuté entre nous que c'était un peu compliqué aussi de discuter du moins à droite, parce que Juppé s'est pris une tannée, mais est-ce qu'il était moins à droite que Fillon en réalité? Voilà, c'est pas si simple que ça. C'est vrai que dans l'affichage, on voit bien que Fillon a des liens avec des milieux intégristes, catho, avec la Manif pour tous, on voit bien qu'il y a des choses comme ça, mais après, dans l'entourage de Juppé, c'est pas forcément plus progressiste non plus, donc il y a des calculs un peu différents. Donc voilà, mais c'est vrai que ça s'est discuté dans le milieu de gauche, et avec la crainte d'un rouleau compresseur à droite, mais ça montre aussi le recul des idées de gauche, c'est-à-dire qu'on en est maintenant à aller choisir à droite celui qui serait le moins à droite. Ça montre toute la perte de confiance qu'il y a de notre côté ou du côté de la gauche, c'est-à-dire que maintenant, finalement, on compte même plus sur la gauche c'est comment dans la droite on ferait barrage au plus à droite. Enfin voilà, bon, je pense que ça montre le niveau de recul. Aujourd'hui, la perte de confiance en nous-mêmes, quand je dis nous, c'est l'ensemble des gens de gauche, et qu'on a intérêt à se ressaisir et à défendre nos idées nous-mêmes directement, quoi. Juste pour rester par là, vous venez de dire que c'était difficile de faire un distinguo entre la droite de François Fillon et l'extrême droite. Vous pensez à quoi précisément? Parce que la droite représentée par François Fillon n'est pas exactement la même que celle de Nicolas Sarkozy non plus. Enfin, ils ont quand même des nuances. En quoi, pour vous, c'est difficile de distinguer François Fillon? Mais les nuances, c'est un peu comme dans le FN, il y a des nuances entre Marion Maréchal Le Pen ou Marine Le Pen. On sent aussi qu'il y a des nuances, qu'il y a des milieux qui sont quand même très liés à des milieux classiques conservateurs, catholiques. Et pour vous, François Fillon est lié à des milieux proches de l'extrême droite, c'est ça que vous pensez? À des milieux. Après, la frontière, il n'y a pas de frontière entre. À partir du moment où il y a les milieux conservateurs, catholiques, intégristes, on est dans cette nébuleuse droite, extrême. Voilà, donc, et c'est vrai que. C'est quand même pas tout à fait la même politique. Vous avez publié sur votre site, j'ai trouvé sur votre site une réaction à l'élection de François Fillon, et vous avez parlé à son égard de racisme décomplexé. Est-ce que c'est pas un petit peu fort comme terme? C'est pas moi qui ai dû écrire ça comme ça, mais ouais, non, après le racisme au sens littéral, ok, c'est pas ça, mais non, mais les politiques anti-immigrés, les politiques de stigmatisation comme c'est fait, évidemment que ça revient à du racisme, et en tout cas ça encourage le rejet de l'autre, et on se retrouve dans une situation comme ça. Évidemment que la droite aujourd'hui, elle exprime ça. Et c'est pour ça qu'après la différence, et des fois c'est paradoxal d'ailleurs, parce que le Front National du coup se situe d'un point de vue social, de par sa démagogie, parce que le FN il vise les milieux populaires, et visiblement Fillon ne vise pas les milieux populaires. Donc Fillon il a son milieu intégriste, catholique, conservateur, un peu classique, la droite classique on va dire, traditionnelle, et le Front National lui sait qu'il faut qu'il arrive à accaparer toujours plus les voix des milieux populaires qui sont déçus par tout ce qui se passe, écœurés par tout ce qui se passe. Donc du coup, on se retrouve des fois avec un truc inversé. C'est-à-dire que Fillon a un programme économique plus dur envers les ouvriers ou envers les milieux populaires que le FN dans ses déclarations. Donc c'est pour ça qu'en fait on se retrouve dans, effectivement, moi je pense qu'entre la droite qui se durcit aujourd'hui et l'extrême droite qui avec tous ses calculs et tout ça, ouais, effectivement on retrouve à la fois un milieu social qui est quand même très commun, et en même temps après des programmes politiques qui s'entrecroisent. Et voilà, mais nous ce qu'on dit c'est qu'en fait il y a un danger pour nous, enfin nous la population, le camp des exploités, on se retrouve avec un adversaire qui a de multiples visages, mais c'est grosso modo un même adversaire. C'est le danger aujourd'hui de reculs sociaux énormes, et le rapport de force étant tellement défavorable pour la population qu'on voit finalement justement le côté un peu décomplexé, et pas que sur le terrain du racisme ou de l'immigration, mais sur le terrain social, sur tous les terrains, on voit finalement un truc qui s'affirme, et nous on subit un genre de raz-de-marée libéral et un raz-de-marée réactionnaire. Et voilà, donc, bien entendu, entre Marine Le Pen
Et entre François Fillon, vous préférez quand même François Fillon. Ah non, Je sais mais pas moi je dirais pourquoi. même pas ça, non, j'en ai rien à faire. Moi je pense qu'on a un adversaire où il y a des connexions, mais même ça peut aller au-delà de ça, parce que ce qu'on voit aussi, parce que c'est là où c'est compliqué, c'est que par exemple on a un gouvernement Hollande, Valls, Cazeneuve, enfin toute la bande actuelle, quand ils sont arrivés en 2012, on n'aurait jamais pensé que ce gouvernement PS irait aussi facilement sur des terrains de droite, hein, sur la question bon, d'abord économique, puisque la loi El Khomri par exemple, enfin, et puis comment ils ont courtisé les patrons, donc c'est ça, c'est sur un domaine, mais même y compris sur la question de l'immigration, la question des sans-papiers ou des Roms, comment ils ont pratiqué les mêmes politiques pour chasser, à démanteler, à s'attaquer aux gens les plus fragiles dans la société, et puis sur le terrain sécuritaire, et puis on a vu l'identité nationale et tout ça, enfin, on voit que finalement il y a quelque chose qui est très dangereux, on a l'impression qu'il y a une seule idéologie, alors qu'avant quand même, la gauche réformiste, elle avait un discours différent de la droite sur beaucoup de sujets de société. Et aujourd'hui, voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais ouais, alors entre Fillon et l'extrême droite, on dira certainement pas qu'on préfère. Ah non, là, je crois qu'il y a un vrai danger de droite, en tout cas, un vrai danger de politique réactionnaire pour l'ensemble de la population. Est-ce que vous ne vous dites pas que François Fillon a quand même permis de mettre fin à la carrière de Nicolas Sarkozy ? Bah ça, c'est sûr que Sarkozy ou Juppé, les deux, enfin voilà, c'est un peu la surprise. Bon, après, s'il a mis fin, visiblement à droite en tout cas, parce que c'est le peuple de droite qui a voté, a priori, même s'il y a quelques gens de gauche qui se sont mêlés de ça, à droite en tout cas, ils en avaient visiblement marre de Sarkozy, de ses affaires judiciaires, de son côté bling-bling, comme ça a été dit, donc, et que Fillon, certainement, pour des gens de droite, représentait quelqu'un de plus raisonnable, de plus sérieux. Voilà, mais bon, après, c'est eux qui ont fait ce choix-là. Après, Sarkozy, il n'a peut-être pas fini sa carrière parce qu'il rebondit tout le temps. Hein. Visiblement, il peut très bien se retrouver demain avec Fillon. Enfin, voilà, je ne suis pas sûr qu'il ait décidé d'arrêter complètement. Là. Enfin, Vous craignez son Vous emploi avez... Ah, moi, je crains pas. Non, mais c'est pas à ce niveau-là. C'est pas au niveau des individus, hein, parce que Sarkozy, c'est sûr qu'on a plutôt tendance à le détester. Mais non, c'est secondaire tout ça. C'est la question de quelle politique fait. Puis surtout, la question, là, juste pour dire qu'on discute des autres, mais après, c'est comment nous, du côté de la population, hein, parce qu'on peut toujours commenter ce que font les autres, on peut toujours dire, ah ouais, c'est plus ou moins bien. Mais nous, notre problème, il va être quand même d'arriver à construire une riposte et à arriver à se défendre, à faire entendre nos idées. On va en parler après. Juste, vous avez vu le programme de François Fillon sur le temps de travail, la sécurité sociale, les retraites, les fonctionnaires. Vous faites quoi s'il est élu l'année prochaine ? Vous descendez dans la rue, vous appelez à manifester ? Ah bah ouais, enfin, nous on fera ça et on espère qu'il y aura des réactions. En tout cas, le message il est clair, si la droite revient, ils attaquent. Voilà, d'habitude les gouvernements ils font un peu gaffe, enfin les gens en campagne ils font un peu attention, ils ménagent rien du tout là. C'est là où on sent qu'il y a quand même un rapport de force qui est complètement. Et du coup vous ripostez vous ? Ah ben là, nous, dans cette élection-là, ça va être aussi l'occasion de discuter d'une autre perspective. Là, ce qu'on voit, c'est que là, on connaît l'adversaire à droite, c'est Fillon. On connaît l'extrême droite, Le Pen, et on va bientôt connaître le candidat du PS, et visiblement, il y aurait Macron en plus. Donc, de toute façon, dans tous ces candidats-là, on va se retrouver en face d'un discours qui sera plus ou moins libéral, plus ou moins assumé du point de vue de la servilité à l'égard des patrons. Donc le problème qui va être posé pour nous, c'est comment la population, comment les gens de gauche, comment la gauche radicale, comment les organisations militantes, syndicales, associatives ou politiques à la gauche, comment elles arrivent à retrouver des perspectives politiques et à préparer des combats sociaux. Parce qu'on sait que ce qui est fondamental, ce sera notre capacité à nous à résister à tout ça, et ça ne sera pas électoralement, ça sera dans la rue. C'est-à-dire qu'au mois de mai, dès le mois de mai prochain, vous appelez à la grève on appelle, après c'est facile quand on est tout petit comme ça de dire oui on appellera, on verra bien, mais bien sûr que pour nous le problème il sera posé comme ça. En plus avec le système d'ordonnance, vu comment il prévoit le truc, forcément on se retrouve, d'ailleurs il y a eu des commentaires, y compris du côté des milieux patrons, c'est un peu inquiet à fonctionner comme ça, parce qu'il y a un peu la crainte aussi que ça déclenche des mouvements sociaux à force d'être trop brutal. Bon, on verra bien, mais nous en tout cas c'est sûr que pour nous la perspective c'est celle-là, c'est de se défendre avec les moyens qu'on a. Et les moyens qu'on a, c'est la contestation dans la rue. Quand François Fillon dit la CGT n'a jamais bloqué la France, vous le prenez comme un défi aussi ? Ouais, un défi, ouais, mais Sarkozy aussi avait dit qu'on n'entendait plus les manifs. Alors c'est vrai que le fait est qu'aujourd'hui, par exemple, pour revenir à la mobilisation contre la loi El Khomri, c'est vrai qu'on a eu un mouvement qui a duré 4 mois, qui a été dur du point de vue des affrontements, y compris donc, pour faire face aux violences policières.
Et on a bien vu que ce mouvement-là qui a été long, finalement, au bout du compte, on a perdu. C'est-à-dire que la loi, elle est passée. Donc le problème qu'on a aussi, c'est retrouver l'efficacité dans les luttes sociales. Mais qu'est-ce que vous répondez à François Fillon qui dit voilà, mon programme, il est dur, je le présente, je ne mens pas, contrairement à François Hollande, ce que j'ai dit, je vais le faire. Donc si je suis élu, c'est que la population m'a désigné à plus de la majorité. Donc en gros, il n'y a pas à descendre dans la rue, c'est démocratique. Oui, mais ça on verra, on n'en est pas là, il n'est pas encore élu, donc on verra Non, aussi. mais Il aura une forte légitimité. Voilà. Il a annoncé la couleur. Oui, du point de vue mais après encore qu'on verra sa campagne, parce que là il a fait une campagne de primaire à droite, hein, en étant en concurrence avec Sarkozy, Juppé et compagnie, qu'il a amené à. On peut penser que sa campagne à partir de maintenant, il va y avoir des angles arrondis, enfin on verra bien, parce que tout ça c'est tellement des manœuvres et des calculs politiques que des uns et des autres, qu'on verra ça. Mais de toute façon, nous le problème qui est posé, c'est même si aujourd'hui en face on a des gens qui assument et qui déclarent la guerre, parce qu'une certaine manière c'est une déclaration de guerre, c'est quand on dit qu'il faut virer 500 000 fonctionnaires, hein, parce que derrière on sait que ce sont des hôpitaux, de l'enseignement, de la poste et tout ça, tout un service public qui est déjà bien abîmé, qui va se détruire encore plus. Quand ils disent eux, ils vont augmenter le temps de travail, ils vont repousser l'âge de la retraite et tout ça, donc évidemment nous, on est dans une situation où il va falloir qu'on se défende. On sera en situation de légitime défense. Après on verra les résultats électoraux, on verra l'ambiance à ce moment-là, mais quoi qu'il arrive, nous évidemment, on se situera dans cette perspective-là. Il y a un point commun entre plusieurs candidats que vous avez évoqués tout à l'heure, entre Macron, Montebourg et même Fillon, si on en croit Retailleau, son ancien porte-parole, c'est qu'ils sont tous anti-système. On vous a un peu piqué ce créneau anti-système. Comment vous le vivez? Parce que c'était votre niche électorale. Mais encore non, mais même, on ne parle même pas comme ça, on ne dit pas qu'on est anti-système. C'est vrai que le fait est que s'il y a des anti-systèmes aujourd'hui dans la campagne électorale, c'est certainement nous, on est anticapitalistes. Nous, on pense que ce système-là, il est profondément injuste, qu'il faut le renverser et que du point de vue même des institutions politiques, représentatives et tout ça, c'est à revoir de fond en comble. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on est anti-système, on ne parle même pas comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça fait rire d'une certaine manière, parce que c'est quand même, on rit pas longtemps, mais quand Le Pen, elle, se dit anti-système ou différente, quand on voit à côté de ça, les affaires judiciaires, le milieu friqué que c'est, enfin, qui c'est qui fréquente et tout ça, les liens qu'il y a, les connivences qu'il y a, y compris avec une partie des médias. Bon, donc tout ça, ça montre qu'effectivement, c'est un truc qui se vend aujourd'hui. Montrer, regardez, alors après Fillon, c'est encore plus fort, parce que lui, il est passé au gouvernement pendant 5 ans, il a été Premier ministre, il a été ministre du Travail, il a été ministre de l'Éducation nationale, c'est ça. Et ce type-là, il arrive à se dire, je suis nouveau, ou bon voilà. Et puis après, il y a Macron qui était il n'y a pas si longtemps que ça ministre, lui l'énarque, lui le banquier d'affaires, et qui lui dit pas forcément anti-système, mais il dit hors système. Il a un point commun avec vous, c'est qu'il n'a pas une grande carrière politique, enfin, il n'est pas élu depuis qu'il a 22 ans. C'est pas la question de la carrière politique, parce que Trump n'a pas une carrière politique énorme, tout ça. Mais ce qui compte, c'est à quel camp social ces gens-là appartiennent, à quel lien ils ont, et donc ils peuvent toujours dire ça. Et c'est vrai que le système politique est tellement discrédité, tout est tellement, enfin il y a une vraie crise à tous les niveaux dans la société que bon ils essaient de se démarquer comme ils peuvent, mais bon après voilà je pense que tout ça tient pas longtemps et que la réalité, enfin voilà, je pense que ça fait pas beaucoup illusion non plus quoi. Ces gens-là, il y en a un qui capitalise plus que les autres sur cet anti-système, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est le plus proche de vous sur l'échiquier politique. Comment vous le voyez? Est-ce que le fait qu'il ait reçu le soutien là récemment du Parti communiste, ça change la donne pour vous? Est-ce qu'il est anti-système de votre point de vue? D'une part, on pourrait dire en partie oui, parce que bon, il veut remodeler la République, il veut faire une 6e République, donc il remet en cause pas mal de choses. Mais après, pour nous, ça reste très limité, sa remise en cause du système, parce qu'il ne remet pas en cause le système capitaliste, il ne remet pas en cause même la propriété sur l'économie des capitalistes. Donc nous, on remet tout ça en cause. Donc on est plus proche de Mélenchon, oui, parce que le fait est qu'il y a un programme, de défense des droits des salariés, des droits de la population, donc un programme de gauche, quoi, au sens classique, un programme celui qui était en gros celui du PS à l'époque de Mitterrand ou dans les années 70, c'est-à-dire pour le progrès social, contre les inégalités. Donc évidemment, on se sent proche. Mais en fait, la proximité avec Mélenchon, c'est surtout la proximité avec les militants. Les militants du PG ou les militants du PC. Et évidemment, le PC vient à peu de choses, à 53%, ils viennent de choisir le soutien à Mélenchon. Mais donc la proximité, c'est surtout celle-là.
C'est qu'en fait, autour de Mélenchon, il y a toute une génération de militants Qui ont pu être au NPA à certains ouais, moments. mais avec qu'on côtoie de fait dans les manifestations, qu'on côtoie au quotidien, dans les syndicats, dans les associations, dans les collectifs de lutte et tout ça. Donc c'est ça la proximité réelle. Mais on a un désaccord profond avec Mélenchon, justement, parce que en fait, c'est moins jeu, quoi. Voilà, c'est encore, on nous ressort un truc. On a eu Mitterrand, on a eu Jospin, on a eu Hollande, et maintenant il faudrait un nouveau à gauche, un nouveau politicien à gauche qui C'est une question de serait, personnalité. C'est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. non, qui la vous dérange personnalité, bon, c'est secondaire, mais c'est cette idée qu'on aurait encore un sauveur. Et Mélenchon, il joue cette posture-là. Et donc, en fait, voilà, faites-moi confiance. Lui, pourtant, ancien ministre quand même de l'époque de Jospin, lui, fan de Mitterrand, lui, fan de Jospin, qui remet même pas en cause tout ça. Et donc, c'est ça qui est un problème pour nous, c'est que pourquoi il faudrait faire à nouveau confiance dans un politicien qui a quand même un passé très classique. Pourquoi pourquoi on ferait confiance à ce type-là? Et nous, ce qu'on a envie de poser comme problème, c'est que la vraie rupture, ce serait justement de discuter qu'aujourd'hui, la politique, ça doit être autre chose et que c'est à nous de la faire. Et on n'a pas besoin de suivre un héros ou un sauveur, soi-disant. Et surtout, c'est la remise en cause de toute la politique de la gauche depuis longtemps. On nous a fait croire qu'il fallait mieux faire comme ça, qu'il fallait y aller petit à petit. Et en fait, non, en réalité, il faut s'affronter réellement à la Est-ce société. que c'est pas dommage quand même Philippe Poutou Vous évoquez même une Pas s'allier. déclaration de guerre du programme de droite. Est-ce que ça vaut pas le coup, vu la menace de s'allier même avec quelqu'un? Oui, mais non, mais On a voilà, des mais petits c'est ce que je différends. vous explique, c'est que le coup, on nous le fait tout le temps. Quand il y a eu, à l'époque de Jospin ou à l'époque de Mitterrand, même le premier mandat de Mitterrand, le deuxième mandat de Mitterrand, c'était attention, la droite va revenir. Voilà, en fait. Mélenchon, c'est et- pas François mais- Hollande. hein, Mélenchon, c'est pas non, François mais bon, Hollande. on se retrouve. Mélenchon, c'est pas François Hollande, mais bien sûr, ils sont en désaccord plus ou moins important, mais on ne sait pas trop la limite. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que la gauche passe au pouvoir, la gauche a renié, elle a menti et s'est retournée contre la population. Donc forcément, le Parti socialiste ou la gauche se retrouve en difficulté à l'élection suivante. Et à chaque fois, on nous a ressorti la menace de la droite. Et là, aujourd'hui, on nous la ressort, même si ça va être plus compliqué, parce que la politique de Valls-Hollande a été tellement droitière que ça va même... ça va faire sourire un peu les gens de nous sortir le coup, attention, la droite revient. Mais ceci dit, c'est quand même toujours le même coup. Et il faudrait se ranger derrière quelqu'un pour se protéger à nouveau. Et il Bien faudrait entendu. trouver forcément... S'allier, dans- on est sans doute plus fort à plusieurs que seul chacun de son côté. Mais avec Lutte ouvrière, par exemple, pour le grand public, on a du mal à cerner les différences et pourquoi vous êtes chacun de votre côté et pas sous la même bannière de la défense des ouvriers. Non, mais c'est sûr qu'il y a un problème. On a des problèmes. On a nos côtés cons, on a nos côtés boutiquiers ou sectaires qui font que, ça c'est sûr, ça c'est la difficulté c'est les problèmes qui existent, pas que dans l'extrême gauche. Parce que vous On avez peut dit ce discuter, qui vous différenciez de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi vous n'étiez pas derrière lui, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas avec Lutte ouvrière? Ouais, non, mais voilà, c'est ce que mais même du point de vue du paysage syndical, il y a des divisions. Enfin voilà, c'est le problème. Il y a plein d'organisations et il y a une habitude boutiquière et puis ce qui fait que ça donne des choses aberrantes et notamment, mais oui, les liens avec Lutte ouvrière aujourd'hui, le fait qu'on aurait très bien pu discuter, au moins commencer une discussion, à voir si on pouvait se présenter ensemble, défendre un programme ensemble et ça c'est pas fait. Donc c'est vrai que ça, de ce côté-là, nous on reconnaît que c'est un problème, cette C'est trop incapacité qu'on a nous de pouvoir au moins travailler ensemble et proposer des choses ensemble. C'est trop tard? C'est trop tard. Là, pour Il reste l'instant, 5 oui, mois. visiblement, c'est parti. Il reste 5 mois, pourquoi pas Oui, lancer oui, non, l'appel mais ça, après, c'est compliqué parce qu'il y a les habitudes, ce que je dis, boutiquier ou machin. Donc voilà, mais ça, c'est. Mais c'est pas le même problème qu'avec Mélenchon. Ce Mélenchon, là, on se retrouve. Parce qu'autant avec Lutte ouvrière et Nathalie Arthaud, on se retrouve avec justement hors monde politicien professionnel et puis du côté de la population et des salariés. Ça, il n'y a pas de problème. Avec Mélenchon, on a un autre problème. C'est quelqu'un qui vient du Parti socialiste, qui a quand même gouverné, qui a quand même attaqué les enseignants du temps où il était ministre. Donc pas de rapprochement au premier tour, c'est exclu. Mais c'est pas que a priori, c'est pas crédible. Voilà, c'est que ça serait bien si on pouvait faire des choses différemment, mais là c'est comme ça. Mais au moins l'élection, après l'avantage de l'élection, c'est d'exprimer des idées, une autre perspective. Et donc on sait, on va pas vous dire que on va être élu, on va pas faire comme certains qui sont convaincus qu'ils ont rendez-vous avec le peuple et qui vont être élus. Mais au moins l'élection, elle peut servir à ça, à montrer qu'il y a autre chose politiquement. Il n'y a pas que des idées libérales, il n'y a pas que des idées conservatrices, il n'y a pas que des gens qui sont payés pour tromper en permanence la population. Il y a
aussi des salariés qui essaient d'exprimer autre chose, qui essaient de montrer que c'est important que la population ait son mot à dire et qu'elle puisse parler directement. Parce que nous, ce qu'on nous apprend, et ça c'est le problème de la société, c'est que, voilà, alors Mélenchon, c'est ce que vous dites vous, voilà, Mélenchon, ça paraît très logique qu'on soit derrière lui. Mais pourquoi il faut toujours derrière être un politicien? Pourquoi, à un moment donné, ce ne serait pas l'inverse qu'il discuterait? 15% dans les sondages. En ce Ouais, moment, non, mais qui- Mélenchon, il serait moins ambitieux personnellement, parce que c'est ça qui fait poser problème. Parce que là, c'est pas la personnalité de Mélenchon, c'est pourquoi lui, il tient absolument à être là. Pourquoi c'est pas un programme qui est mis en avant? Pourquoi c'est pas une idée, une contestation de la société? C'est lui qui est mis en avant. Et à partir de ce moment-là, ça pose un problème. Parce que nous, ce qu'on aimerait bien discuter, c'est d'un programme politique, et c'est de quelle issue politique, c'est comment on peut changer tout ça. Et donc, à la limite, la personne, elle est secondaire. Mais non, pour Mélenchon, c'est lui qui est. Donc, c'est la difficulté qu'on a avec lui. On ne peut pas discuter. D'ailleurs, Mélenchon, vous avez vu comment il traite le PC aussi. Parce que là, c'est quand même révélateur. C'est que il dit au PC, ah ben le PC, il a choisi. Bon, mais il est autonome, il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, il ne négociera rien dans le programme de Mélenchon. Enfin bon, Et c'est quoi justement, ce rapport-là? face à tout ça, vous, concrètement, comment vous la sentez, la campagne à venir? Ben, la campagne à venir, a priori, ça sera difficile. Mais comme toutes les campagnes, parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'on est à contre-courant, on voit bien qu'aujourd'hui, enfin nous, politiquement, on est à contre-courant, mais même dans la situation quotidienne, la situation sociale, la crise, elle frappe dur. Il y a une précarité énorme, une pauvreté énorme. Il y a des gens qui sont perdus, qui sont écœurés par tout ça. Et donc, on voit bien l'ambiance générale de résignation ou de confusion. Donc, on est là-dedans, quoi. Donc, nous, dans cette campagne-là, on va essayer de redonner confiance et de dire, bon, voilà, il faut qu'on retrouve confiance dans nos propres forces et de mettre en avant la perspective de lutte sociale. Dans toutes les campagnes, il y a la question des signatures aussi. Cette année, il y a une nouvelle loi qui est passée. Vous craignez de ne pas avoir vos signatures? Ça va être très dur ou vous êtes confiant? On craint tout le temps de ne pas les avoir parce qu'on peut pas. C'est quand même un truc très, très compliqué. C'est un barrage, voilà. Enfin, c'est Et un vous en filtre. aviez 572 en 2012, donc Ouais, du ouais, coup, ouais. le taux n'est pas énorme, de plus de 500. Quoi. Ah oui, bien sûr, mais nous, c'est tout le temps serré, quoi. Mais ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, il faut qu'on le refasse, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a un courant politique qui existe, qui se présente aux élections, qui est légitimé, enfin voilà, même minoritaire, même petit, on considère qu'on aurait le droit. Et à chaque fois, on a cette barrière à Et franchir. vous allez les avoir cette année, les 500 Et je ne signatures? peux pas vous le dire. Vous À en chaque êtes fois, à- c'est combien, compliqué. là Là, on en est au tiers à peu près, 150, 160. Voilà, donc c'est compliqué, on a fait le tiers du chemin, alors il nous en reste 2 tiers. Donc, mais on est à peu près au rythme d'il y a 5 ans. D'accord. Et donc c'est compliqué, mais ce qui est dingue, c'est ça, c'est que là, on a des forces militantes qui sont relativement faibles, on va dire, et ça veut dire qu'il faut qu'on aille sur les routes, voir les élus dans les petites communes, parce que nous, on va voir que les petites communes. C'est les grosses communes, c'est pas la peine. Les maires encartés, très proches ou d'un parti politique ou des pouvoirs, c'est pas la peine d'aller les voir. Eux, à aucun moment, ils soutiendront, ou en tout cas, ils parraineront une candidature comme la nôtre. Donc, on va voir des maires dans les petites communes. Vous êtes confiant Et, quand même pour... De confiance. Bah nous, quand on démarre le truc, on se dit qu'on va au bout. Donc jusqu'à présent, on a réussi. Donc on a cette confiance-là, mais ça sert à rien de dire. On ne dira pas qu'à coup sûr on les aura. Voilà. Et si vous les avez Et- pas, vous faites quoi? Vous ralliez d'autres candidats? On n'en est pas là. Nous, là, le truc, c'était les avoir. Et on fait parce que voilà, là, je vais revenir sur le boulot que c'est. C'est des dizaines de milliers de kilomètres en voiture. Hein, tous les jours, parce que c'est l'aberration de cette loi-là. Hein, c'est quand même d'aller voir les maires, parce que c'est pas des coups de fil. Donc on va voir les maires, donc c'est des équipes de 2, de 3 en voiture, à la débauche ou le samedi, hein, et même y compris aller voir les maires à leur domicile le week-end, parce que les permanences dans les petites communes, il n'y en a quasiment plus. Donc voilà, c'est ce boulot-là, c'est du temps énorme, c'est de l'énergie énorme, c'est de la dépense en essence énorme, donc même d'un point de vue écologique ou environnemental, c'est complètement aberrant. Voilà, c'est un boulot énorme qu'on a commencé en juillet. Donc il est évident que quand on fait ça, et là on est en décembre, il n'est pas question d'envisager de ne pas réussir. C'est énorme, parce que ce serait le truc démoralisant de ne pas y arriver, quoi. Et en plus, il y a ce côté aussi, tout est fait pour pas qu'on y soit. En plus, on nous explique, vous êtes petit, vous êtes... en fait, on serait bon qu'à suivre un Mélenchon qui, lui, est un pro de la politique. Nous, on n'est pas des pros, donc à la limite, autant aller derrière des gens qui s'y connaissent, plutôt que nous, on tient à être là, on tient à montrer qu'on est légitime d'être là. Et il y a une sorte de fierté aussi de réussir à s'inviter dans un endroit où on n'est pas invité. Voilà. Et pour nous, les parrainages, c'est un défi. Y être, c'est de dire, on a réussi. On a réussi en 2012, on a réussi en 2007, on a réussi en 2002. Et nous, on tient encore à être là, parce que c'est tout ça qu'on a envie d'exprimer. C'est qu'il y en a ras-le-bol de nous expliquer qu'on a juste bon à se taire et à voter pour d'autres. Voilà, on va passer à une autre séquence. Donc on espère pour vous que vous serez invité, vous allez réussir à vous inviter avec les parrainages. Une séquence qui s'appelle Assume ton tweet. Donc on recherche sur votre compte Twitter des tweets. Alors on en a ressorti un, on sait que vous ne l'assumez pas, vous en étouffez même. Vous
C'est un peu malade. Voilà. Ah, un tweet. Alors on sait que vous ne l'assumez pas tellement parce que vous l'avez supprimé, mais on avait quand même envie de revenir dessus. C'est le tweet concernant Kim Kardashian. À qui on a donc volé 9 millions d'euros dans sa chambre d'hôtel, qui était traumatisée. Voilà, et donc vous avez tweeté la redistribution des richesses, c'est une urgence. Cela a commencé, semble-t-il, avant de revenir et de supprimer ce tweet qui suscitait, vous l'avez dit, des réactions indignées, et vous étiez d'accord avec la critique. Néanmoins, vous avez tweeté ça. Enfin, ça vous a semblé quelque part légitime que des gens dérobent à cette femme qui n'est pas chef d'entreprise, qui n'exploite personne, son argent. Non, mais ça, c'est du second degré, vous faites comme si ça n'en était pas, donc c'est ça qui est marrant. Vous savez très bien que c'est une blague. Oui, mais sur une femme qui était traumatisée. C'est scandaleux que des gens aient 8 millions d'euros ou 9 millions, ça a choqué plein de gens. C'est scandaleux. Moi, je l'assume, mon tweet, il n'y a pas de souci, je le réécrirai, sauf que moi, je cherche pas le buzz. Là, c'est la différence d'autres qui écrivent pour buzzer, pour foutre le bazar, machin. Moi, c'est une réaction d'ailleurs qui a été très largement partagée, en tout cas là où je bosse et tout ça, parce que c'est scandaleux de voir que des gens puissent avoir 8 millions d'euros pendant qu'il y en a qui crèvent la dalle, qui ne peuvent pas se loger, tout ça. Donc elle exploite personne. Elle est dans une famille qui exploite, puisque homme d'affaires et compagnie, l'argent de toute façon il se prend quelque part. Hein, il ne se gagne pas. Nous, quand on a un salaire à 1100 euros pour le SMIC, qu'on monte comme moi à 2000 euros par mois, on sait ce que c'est cet argent-là, c'est l'argent du travail. Mais les gens ultra riches, c'est de l'argent qui est volé quelque part. Donc le système, il permet ça, légalement, de voler de l'argent, d'exploiter des gens, de s'enrichir sur le dos des autres. Donc la famille de Kim Kardashian, c'est un homme d'affaires, c'est un affairiste. Donc de l'argent, il est piqué quelque part. Donc après, le problème, c'est pas elle. C'est que là, il y a quelqu'un qui se fait voler comme ça, tant d'argent. Et évidemment, on se dit, il y a un problème de richesse. Donc après, là, la question, c'est évidemment que c'est pas de dire il faut aller détrousser les riches, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est du second degré. La question du partage des richesses, par contre, elle est posée. Alors nous, on pense pas qu'il faut braquer les banques ou qu'il faut aller voler les sacs à main des gens riches, mais par contre, c'est pour ça que c'est un second degré qui me paraissait clair. Hein, par contre, le problème est posé, que c'est anormal que des gens aient 8 millions d'euros, c'est anormal. Alors, tout le monde vivrait décemment et tout ça, bon, mais c'est scandaleux. Le système Kardashian fait vivre aussi des gens. Mais non, il ne fait pas vivre des gens, il fait crever des gens. Le capitalisme aujourd'hui, on peut toujours nous dire, ah, heureusement qu'il y a des Bettencourt à 25 milliards d'euros, mais qu'est-ce qu'ils en foutent de ça, ou des Arnaud et compagnie, c'est scandaleux. Et là, ça c'est les petits trucs, parce qu'évidemment que mais quand on a vu la réaction médiatique, oh là là, mais il y a plein de gens qui se font détrousser tous les jours, et ça ne réagit pas. Il y a plein de gens qui sont agressés dans la rue, ça ne réagit pas. Mais là, il y a quelqu'un de riche, il y a quelqu'un. En fait, voilà, il y a deux niveaux. Il y a ceux qui sont respectables, et ceux qui ont de l'argent, ils sont respectables. Et ceux qui n'ont pas d'argent, ils ont qu'à crever dans la rue. Parce que là, on n'a pas beaucoup de réactions sur les gens qui dorment en ce moment dehors. Ce qui a été vu, c'est la mauvaise publicité pour Paris, avec des touristes fortunés qui vont mourir, et que donc c'est mauvais pour l'économie française. Non, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui ont 8 millions dans leur chambre. Voilà, ce qu'on voit, c'est ça. Et ça, c'est pas possible. Et c'est pas possible parce qu'on nous explique à longueur d'année qu'il faut serrer la ceinture, qu'il n'y a pas d'argent. Et ça, ce sont des mensonges. De l'argent, il y en a, sauf que l'argent, il est détourné, il est accaparé par une poignée de gens. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'on nous explique qu'il y a une fatalité, que machin, ben non, c'est archi faux. Aujourd'hui, l'argent, il y en a partout et on le voit. Et c'est ça que nous, on a envie de dire. En cherchant le tweet, on s'est rendu compte en 2012, vous n'avez pas compte Twitter, je crois. Du coup, vous en avez un. Pour vous, c'est quelque chose aujourd'hui qui vous paraît indispensable pour mener une campagne? Est-ce que vous tweetez au quotidien, etc. Quelle est votre pratique? Je tweete rarement, mais après, voilà, après on se dit que ça fait partie des moyens où on peut dire des choses. Mais bon, le tweet, moi, je suis très... c'est 140 lettres, je crois, c'est très court, c'est difficile d'exprimer une idée. Alors après, voilà, bon, après ça fout le... Pour le coup, le second degré, ça passe pas terrible sur Twitter. Il faut mettre plusieurs. C'est compliqué. Si, ça peut passer. Mais la preuve, c'est que ça, voilà, parce que j'écris sur Facebook, je fais des tweets par-ci par-là, pas très souvent. Mais ça réagit là, et donc en fait ça réagit dès qu'il y a le moyen de dire oh, regardez il dit n'importe quoi et tout ça. Ça réagit quand même. Donc finalement on peut se dire que c'est utile finalement de faire du second degré parce que sinon on n'existe pas. Donc après c'est là où c'est pervers, c'est que finalement ça m'encouragerait à sortir des trucs comme ça pour faire parler de nous. Hein, et ouais, parce que là, on en connaît qui fonctionne comme ça. Mais comme j'ai fait un tweet sur Juppé dimanche soir, et le Journal Sud-Ouest qui parle jamais du NPA, le Journal Sud-Ouest c'est le quotidien régional, hein, il en parle jamais ou quasiment jamais. Et là, ils ont mis le tweet que j'ai fait sur Juppé, parce que là j'ai fait du second degré, enfin, j'ai dit il n'y aura qu'un seul candidat bordelais. Enfin voilà, l'info du soir c'était qu'il n'y aura plus qu'un bordelais. Voilà. Donc ça
voilà. Donc en fait, il faudrait sortir ou des blagues ou des trucs comme ça pour apparaître. Bon, c'est un problème aussi, parce que c'est vrai qu'on a des choses sérieuses à dire, et notamment sur la redistribution des richesses, on pourrait le dire différemment et de manière plus politique. Philippe Poutou, on passe à notre séquence bienveillante de l'émission. C'est le moment consacré un peu à dire du bien. Voilà, on va vous demander de faire du buzz. Vous n'aimez pas ça, mais tant pis. Vous avez 1 minute pour dire du bien d'une personnalité. Alors on vous prévient, c'est pas des personnes que vous appréciez forcément, mais il va falloir vous quand même essayer. Quand même. Vous avez 1 minute pour dire du bien soit de Pierre Gattaz, soit de François Hollande. Est-ce que vous pouvez le faire sur l'un des deux? Bah non. Il faut choisir. Il faut jouer le jeu. Vous n'avez rien. Vous pouvez leur reconnaître quelques qualités. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez reconnaître de bien ou pas? Ben là, je ne vois pas. Là. Ben, Gattaz, ça c'est clair que Gattaz, il n'y a rien à dire de bien. Et François Hollande. Alors, prenons François Hollande. François Hollande, non mais François Hollande, il inspire pas de sympathie. Quoi. C'est quand même quelqu'un qui... C'est pas que c'est quelqu'un de très En drôle. plus, nous, on avait appelé à voter Hollande en 2012. Je le rappelle, c'est pas qu'on en est fier et tout ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, à l'élection, on se disait qu'elle pouvait au moins servir à une chose, c'était dégager Sarkozy. Et donc Hollande, on n'avait pas confiance en lui à cette époque-là, parce qu'il avait fait une campagne qui n'était pas spécialement de gauche, mais enfin, en tout cas, il y avait quelques éléments qui pouvaient laisser penser à plein de gens qu'on allait un peu respirer. En tout cas, il y allait avoir une pause dans les attaques, et ça a été tout le contraire. Donc évidemment que aujourd'hui, c'est quand même difficile de dire du bien de Hollande avec tous les dégâts qu'il a fait, parce que les dégâts de sa politique, c'est pas comme quand la droite est au gouvernement. La droite, même une politique de droite, elle s'attaque, à la limite, il y a quelque chose qui est normal, il y a quelque chose qui est dans l'ordre des choses. Mais quand la gauche fait ce qu'elle a fait, enfin quand le PS fait ce qu'il a fait, ça a des dégâts considérables, parce que ça démoralise les gens, et puis ça crée le phénomène. Il cause encore plus de mal que la droite. Hein, il cause encore plus de mal il crée aux du ouvriers, dégât, au peuple de gauche. parce que du coup, ça crée un désarroi, les gens sont perdus, et puis on le voit bien, après, c'est la montée du FN, encore plus, c'est le retour d'une droite avec Fillon qui est encore plus dur. On voit bien les conséquences que ça a. Quand des gens ils se disent du côté de la population et qu'ils se retournent contre elle, ça a des conséquences plus graves. Quoi. Donc c'est quand même difficile de dire du bien de Hollande aujourd'hui. On a compris que c'était trop difficile, on va passer une autre séquence, une séquence qu'on a... Dire du mal. Là, on y pensait pour la prochaine émission. Une séquence qu'on va appeler D'accord avec qui. L'exercice est simple, on va vous proposer 2 phrases, 2 propositions, sans vous donner qui la prononcer, et on va vous demander avec laquelle vous êtes le plus d'accord. Alors, elle apparaît à l'écran, c'est pas celle-ci, c'est la suivante, voilà, alors, je vous la lis. Une fois que les gens sont là, que voulez-vous faire? Les rejeter à la mer? Non, c'est absolument impossible, donc il vaudrait mieux qu'ils restent chez eux, au sujet des migrants. Ou bien les étrangers sont toujours accusés des mêmes maux, de venir prendre l'emploi des Français ou de bénéficier d'avantages sociaux indus, quand bien même les études montrent qu'ils contribuent davantage aux comptes sociaux qu'ils n'en bénéficient. Avec lesquels êtes-vous le plus d'accord? C'est un sujet un peu grave, certes. Pas la première en tout cas. Les étrangers sont toujours accusés des mêmes maux, de venir prendre et de bénéficier quand bien même les études montrent qu'ils contribuent davantage. Ouais, je serais plutôt d'accord avec la deuxième, même si elle est très prudente. Très prudente. Ouais, c'est François Hollande. C'est la deuxième, c'est François Hollande qui l'a déclaré. Et la première, c'est l'inauguration du musée de l'immigration. Et la première, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est Mélenchon. Ah bah oui. Dans le monde, on n'est pas d'accord avec lui là-dessus, ça c'est sûr. Okay. Nous, sur la question des migrants, nous on est pour la liberté de circulation et la liberté d'installation. Alors on nous dit c'est utopiste, il n'y a pas d'argent, c'est pas possible, il y a tellement de misère qu'on ne peut pas accueillir les gens, mais nous on dit si. Vous êtes étonné par cette inflexion, disons, de Jean-Luc Mélenchon? De Mélenchon, ouais, là sur le coup, on se dit eh merde, parce que si la gauche de gauche, elle est touchée par ça, c'est-à-dire si elle peut pas exprimer une totale solidarité avec les migrants. Ça montre à quel point le recul des idées mine un peu dans tous les coins. Et donc c'est pour ça que nous on affirme le plus fort possible, la solidarité totale. Et nous on pense qu'il faut l'ouverture des frontières. Que tous ceux qui veulent venir en France doivent pouvoir le faire. Ouais, parce que le problème qu'il y a, c'est que de toute façon, là-bas, on le voit avec Alep, ce qui se passe en ce moment, la situation c'est complètement dramatique. Donc évidemment, entre les dictatures, les massacres, la répression, la famine, liée aussi à des problèmes économiques, et en plus les interventions militaires, y compris celles françaises, là-bas, on imagine bien
quand on est bombardé, quand on vit dans des conditions comme ça, on imagine bien qu'on fuit. Ben, voilà. Et donc le réflexe normal, sain d'une population épargnée par ça, c'est d'accueillir. Et nous, on pense qu'en plus, il y a des moyens de le faire. C'est pas vrai que c'est pas possible. Il y a les moyens. Il y a eu des périodes dans l'histoire où il y a eu des flux migratoires énormes, où les gens se sont plus ou moins intégrés. Et nous, on pense qu'il y a les moyens. Donc nous, on pense que dans l'urgence, il faut accueillir les gens, il faut mettre en place des structures d'accueil, les loger. Mais ça s'oppose pas au fait qu'il faut aussi, parce que souvent c'est mis en balance. D'ailleurs, c'est le discours de l'extrême droite. C'est que comment on va accueillir des migrants alors qu'il y a des Français qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à avoir du boulot. Donc évidemment que le problème il est posé, mais nous on pense qu'il faut répondre à tout ça, mais que c'est certainement pas en mettant les uns contre les autres. Nous on est pour une solidarité entre les peuples. Philippe Poutou. On est pour par-delà les frontières, en tout cas une coopération et oui, donc du coup c'est la liberté de circulation et l'ouverture des frontières. Pour nous c'est indéniable. Dernier gros chapitre de l'émission on essaie de se projeter un peu dans l'avenir en imaginant que vous vous accédez à l'Élysée. Ça donne quelques questions concrètes à vous poser. Déjà, on ne comprend pas bien parce que vous êtes sur le plateau face à nous aujourd'hui, candidat à la présidentielle de 2017, mais en 2012, on avait cru comprendre que vous en aviez un petit peu marre d'être candidat, de représenter l'UNPA, de ce que ça voulait dire d'être candidat derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le goût de la campagne qui est revenu? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Non, mais je suis dans le même état d'esprit qu'il y a 5 ans. C'est pas marre de représenter l'UNPA. On sait pourquoi on est là. On est là pour défendre nos idées, se faire entendre les idées anticapitalistes. Donc on sait, mais c'est vrai qu'il y a des paradoxes parce qu'en fait, on est candidat de fait. Je dis on parce que c'est pas moi qui suis candidat, c'est le NPA qui décide d'être candidat, donc il faut bien représenter par quelqu'un. Donc c'est moi ce coup-ci. Mais pourquoi vous, alors que vous sembliez en avoir marre en 2012 quand même? Mais là, cette fois, c'est moi, encore moi, parce qu'en fait, c'est très compliqué quand on présente quelqu'un d'inconnu. Donc c'était compliqué il y a 5 ans, parce que notamment la question des parrainages. C'est pour ça qu'on a annoncé la candidature relativement tôt, c'est en avril, fin mars, début avril. On l'a annoncé pas parce qu'on était pressé à dire regardez, on va y aller, machin. C'est qu'il y a tout un boulot qui est énorme pour nous de course au parrainage. Donc il faut un an bien en amont. Donc le fait d'avoir déjà été candidat facilite. Et voilà, et donc il faut un an bien en amont parce qu'il faut que l'ensemble des maires soient, vu que l'espace médiatique pour nous il n'est pas énorme. Donc on sait que ça dépend plus de nous pour faire connaître tout ça. Et puis après, c'est vrai que le fait que je sois connu, aujourd'hui, dans les communes, tout le monde connaît, quasiment tout le monde, pas tout le monde. Mais et tout Olivier le monde connaît. Besancenot, pourquoi pas lui? Parce que justement, il l'a fait 2 fois et puis il a un ras-le-bol. C'est parce qu'on ne veut pas ça. Et puis même, moi, j'avais dit que je le ferais qu'une fois, je le fais 2 fois parce qu'on s'est aperçu que vous ferez peut-être 3 fois non, là, il ne faudrait pas. Parce qu'en plus, je serais vieux. C'est votre dernière campagne. Voilà, je fais mon comment on appelle ça jubilé. Je me retirerai de la vie politique après cette campagne-là. Mais donc non, mais c'est aussi ces contraintes-là qu'on a. C'est que voilà, donc c'est tout ça qui fait que c'est encore moi. Mais c'est pas du tout que j'aurais pris goût à ça. Et après, c'est vrai que le fait d'être candidat, c'est quand même chiant parce qu'il y a un côté très personnel qu'on n'a pas envie, mais on n'a pas tellement le choix. Donc il faut gérer avec ça. Moi, j'ai pas envie de dire je donne rendez-vous au peuple, j'ai un programme pour vous. On ne fait pas du Mélenchon pour parler de celui qui est le plus proche de nous. On ne fait pas du Mélenchon parce que c'est des conneries, ça. Ce qu'il faut, c'est que les gens ils prennent leurs affaires en main, qu'ils fassent de la politique eux-mêmes, qu'ils se battent eux-mêmes, qu'ils s'organisent eux-mêmes. Et nous, on essaie de dire ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un paradoxe, il y a une posture qui n'est pas évidente et qui n'est pas très agréable. Et voilà, donc moi, je ne dis pas, j'ai toutes les bonnes idées, vous allez voir, voter pour moi, ça va changer. Et justement, donc, vous avez déjà été candidat une fois. Est-ce qu'il y a une leçon que vous retenez de la première candidature? Qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui? J'en sais rien, des leçons, il y a toujours forcément des leçons parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire et tout ça, ou que je ne sais pas faire et que je ne saurais certainement pas beaucoup mieux faire ce coup-ci. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est que moi, mais comme au NPA, en règle générale, quand on a des candidats à des élections législatives et tout ça, on est salarié. Donc en fait, on fait un boulot. On fait ça, on milite quotidiennement. Donc les élections, c'est finalement essayer d'être là pour faire entendre plus largement nos idées et notre combat social. Justement, on va en donc parler avec Alexandre. c'est forcément compliqué parce qu'on n'est pas dans ce milieu-là. Et donc mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Donc forcément, c'est sûr qu'il y a des choses. On me compare par exemple à Mélenchon. Mélenchon, il sait super bien parler, c'est un tribun et tout ça. Et puis moi, je suis pas du tout ça. Ben ouais, je suis pas du tout ça, c'est sûr. Moi, j'essaie de défendre des idées le mieux possible. Ces idées. Voilà, donc avec les défauts qu'on a, mais c'est pas grave, ça, on n'est pas complexé. Ces idées, justement, Monsieur Poutou, vous avez dit tout à l'heure que
Forcément, vous ne voyez pas très bien à l'Élysée en mai 2017, mais quand même, pour essayer de comprendre quel est votre programme et à quoi ça ressemblerait, est-ce que vous pouvez nous dire les premières choses que vous feriez si d'aventure vous étiez à l'Élysée, si on devait prendre 3-4 mesures fortes, symboliques que vous prendriez dès le début? Le truc, il y aurait plein de mesures évidemment, parce que la situation est tellement dramatique, mais on va dire ce qu'on dit, nous, répondre à l'urgence sociale. C'est-à-dire qu'en fait, les premières mesures, c'est attaquer le chômage. Ce serait pour nous attaquer le chômage ou faire disparaître le chômage. Parce que Par là, quoi, en ce baissant serait le temps de travail? Nous, on interdirait les licenciements, la mesure immédiate, l'interdiction des licenciements et des suppressions d'emplois dans les services publics et réduction du temps de travail. Parce que À combien? nous, c'est 32 heures, ça paraît le plus simple c'est 4 jours, mais c'est réduire le temps de travail parce qu'en fait, c'est complètement logique. Il y a 6 millions de gens aujourd'hui qui sont ou complètement au chômage ou dans des petits boulots, dans une précarité, et qu'il faut partager le travail. Voilà. Et donc, c'est la question du partage du travail, et c'est la retraite, tout va ensemble en fait. C'est la retraite, la ravancer à 60 ans et même à 55 ans pour les boulots pénibles, parce que c'est complètement aberrant de faire bosser toujours plus des gens qui d'ailleurs se retrouvent au chômage à 58-59 ans, abîmés par le travail, qui peuvent même plus... Donc ça, c'est des mesures d'urgence. Sur l'emploi. Et avec évidemment des effets immédiats sur la question d'emploi. Donc ça, c'est un aspect, mais après, il y a évidemment sur la question de tous les préjugés qu'il y a. Nous, on met en avant l'égalité des droits pour toutes et tous. Donc il y a aussi pas mal de choses à faire de ce point de vue-là. Mais là, le truc auquel on est confronté actuellement, c'est les violences policières, c'est les militants arrêtés, mis en garde à vue. Donc nous, on voudrait aussi arrêter l'impunité. Aurélie, Sur violence votre de l'ordre. réaction d'un mot sur Air France, les salariés d'Air France et le jugement qui est tombé il y a 2 jours. Ouais, pour nous c'est scandaleux, mais bon, c'est pas une surprise non plus, c'est que ça va au bout, quoi. C'est que donc c'est 3 mois avec sursis pour des militants. 3-4 mois, Voilà, donc on se rappelle, il y a un an, c'était il y a un peu plus d'un an, tout le truc avait été fait autour de ça. Donc oui, évidemment, il y a eu une bousculade et tout ça, et puis donc, ça devient dramatique, et puis du coup, des militants se retrouvent. Mais là, ce qui s'est passé il y a pas longtemps, là, c'est cette semaine, pour vous dire l'écart de traitement. Il y a une grève, je crois que c'est un hôpital à Tarbes, où un cardiologue a foncé avec sa voiture sur des manifestants, enfin sur des salariés en grève. Il en a blessé 1 ou 2 qui ont été hospitalisés, ça n'en parle pas. Donc la violence, elle est soi-disant toujours du côté des salariés qui se battent. Et donc du coup, après, c'est mis en exemple, effectivement, 3 mois de prison ou une amende de 500, puis il y en a un qui a été viré. Donc voilà, donc pour nous, c'est scandaleux, mais ça montre aujourd'hui, de toute façon, c'est simple, c'est qu'on est dans une situation où, en fait, il y a des licenciements, il y a des baisses de salaire, des dégradations des conditions de travail, il y a une pénibilité dingue, explosion des maladies professionnelles, il y a une pauvreté, difficulté de se soigner, de se loger, tout ça. Et dès qu'il y a de la colère, dès qu'on essaie de se battre contre, de suite, ah ben là, tiens, ça c'est pas bon, et il y a des lois répressives, et voilà, ça c'est dégueulasse. Donc là, on est dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est sûr que nous, on défend cette idée que il faudra qu'il y ait des révoltes, il faudra qu'on se batte ensemble, parce que c'est la vie de chacun qu'il faut qu'on arrive à défendre. Poutou, il y a une chose que vous répétez souvent, c'est qu'il faudra davantage prendre aux riches pour financer toutes les mesures, augmentation du SMIC, la retraite de 60 ans, la fin des TVA sur les produits de première nécessité, etc. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça suffit de prendre aux riches? Et à partir de quand on prend tout? À partir de quel salaire? Là, déjà, c'est pas tellement au niveau du salaire, mais on peut discuter des dividendes. Des dividendes, parce que alors, le dividende, tout le monde accepte ça. Le dividende, c'est un peu normal. Hein, c'est la part des profits qui est redistribuée. Donc, tout ça. des dividendes. Donc, c'est un choix de. Ben ouais, évidemment, c'est sur les dividendes. On nous parle de crise, on nous parle de difficultés. Bon, ben voilà. Donc, c'est la question d'un maximum. Je reformule ma question. Mais avant de discuter des salaires, déjà, c'est toutes des exonérations de cotisations sociales qu'il faut supprimer. Voilà, parce que c'est 30 milliards à peu près, 30-32 milliards suivant les années. Ça, c'est autant d'argent qui reste dans la poche patronale et qui ne vont pas dans la sécurité sociale. Je pose ma question différemment. Vous voulez taxer les riches. À partir de quand vous considérez qu'on est riche en France? Je ne sais pas. Ça, c'est. Non, mais on ne dit pas taxer les riches, nous, en plus. Ce n'est pas ça qu'on dit dans le programme. Nous, on discute de répartition des richesses. Ouais, donc après, nous, on discute des capitaux et des banques, par exemple. Nous, par exemple, on discute que les banques, il faudrait les socialiser. Alors ça peut être nationalisé, ça dépend, parce que là aussi il y a le mot, quel sens on met derrière tous les mots, mais nous on pense qu'il faut un service public bancaire.
Parce qu'en fait, les banques, elles doivent être utiles à l'économie, utiles à la population, et pas aujourd'hui à remplir les poches d'une poignée de capitalistes. Donc ça passe par ça, la répartition des richesses. C'est pour ça que c'est pas tellement une question de est-ce qu'on gagne 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, machin. C'est déjà les banques, ça devrait être public, socialisé. Et après, ça passe aussi sur la question des fortunes comme Arnaud, tout ça, parce qu'on va discuter des riches à ce niveau-là. Donc c'est quand même aberrant. C'est les riches en millions. Vous en pensez vous, mais que millions Arnaud, il est 30 problème. milliards d'euros, à quoi ça sert? C'est les multimillionnaires. En sachant C'est que les grands Arnaud, riches. par exemple, pour parler de lui, mais on peut parler de tous ces... c'est que c'est des fortunes qui sont sur le dos d'usines qui ferment, de gens licenciés. Enfin, il y a un film qui était pas mal, Merci Patron, de François Ruffin, hein, qui montre ça, quoi. Donc, non, la richesse, elle est là, elle est palpable. Donc c'est pour ça qu'on parle de dividendes, on parle de profits, on parle de grosses fortunes, on parle de banques. Et puis, voilà, c'est à ce niveau-là. Après, on aura le temps de voir. Mais la mesure d'urgence, ce serait ça. Et même nous, on discute sur la question des richesses, nous, on discute de l'importance d'exproprier. Parce que là, on parle des banques qu'il faudrait exproprier, hein, qu'il faudrait qu'elles soient sous contrôle de la population. Mais après, il y aurait des secteurs économiques. On pense qu'il faudrait qu'ils soient publics. Il faudrait l'eau, les énergies, il faudrait que ce soit public. Les besoins fondamentaux de la population, ça ne devrait pas être des trucs entre les mains des privés. Ça ne devrait pas répondre à la logique de rentabilité. Mais les hôpitaux, tous les services publics, ils sont marchandisés aujourd'hui. Il faudrait remettre ça complètement public. Qu'on ne puisse pas faire de l'argent sur ces choses-là. Donc la redistribution des richesses, ça passe par ça. Ça passe d'abord par ça, plus qu'une histoire de est-ce que 3 000 euros, voilà, on n'en est pas à discuter de ça. Parce qu'on pense qu'il y a plus important. Allez, avant la dernière séquence de l'émission, la séquence Instant Quinoa. Instant quinoa, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Luc Mélenchon qui avait fait de la salade de quinoa son bienfait de nutrition. Est-ce que vous avez, bordelais que vous êtes, est-ce que vous avez un secret pour tenir dans cette campagne qui doit être éprouvante? Comment vous faites? Est-ce que vous avez... Non, j'ai rien, mais la campagne éprouvante, j'ai réagi à ça, c'est pas plus éprouvant que le reste. Hein. C'est compliqué à gérer, mais psychologiquement, par la fonction, enfin le côté posture, la personnalisation et tout ça, mais c'est pas éprouvant. Là, si on parle bouffe, moi je suis à temps partiel, donc un peu à l'usine, et donc je mange à la cantine de l'usine. Et voilà, donc je peux vous parler de ça si vous voulez. C'est plus dur d'être à l'usine que de faire campagne? Non. Eh bien, alors, le truc qui, à mon avis, qui peut être intéressant à comparer, c'est que l'espérance de vie d'un ouvrier est quand même beaucoup plus courte que l'espérance de vie d'un cadre. Et quand on voit des politiciens qui ont 71 ans et qui veulent encore bosser, hein, enfin bosser entre guillemets, qui veulent le poste de président, alors qu'un ouvrier ou qu'un salarié à l'usine, lui, il rêve juste de partir à la retraite dès qu'il a 60 ans, c'est pour dire ce qui est le plus pénible quand même, quoi. Donc à mon avis, le plus pénible, c'est le travail, le vrai travail, et que donc moi je fais une campagne, bon alors ce qui est compliqué, c'est qu'il y a le boulot à côté et tout ça qu'il faut arriver à tout gérer, mais c'est évidemment moins compliqué de faire une campagne que de bosser. Vous continuez à travailler à côté de cette là campagne? je suis à temps partiel, à peu près kiff. Voilà. Est-ce que vous connaissez le jeu Tu préfères? On vous donne le choix entre deux phrases, donc on l'a adapté pour vous. Et c'est un peu pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous préférez être retraité de la politique à 60 ans ou retraité de chez Ford à 65? C'est difficile, parce que je ne serais pas un retraité de la politique, parce que je ne suis pas payé pour, mais je serais... Non, moi je préférerais être retraité à 60 ans. Retraité Ford à 60 ans. Est-ce que vous préférez manger des frites à la cantine de l'usine peut-être avec Sarkozy ou de la rillette avec Fillon sur les 24 heures du Mans? Avec Sarkozy à la cantine des frites ou des rillettes mais qu'est-ce qu'il fait à l'usine, lui Je sais pas. Discuter avec vous. Je veux bien croire qu'il y ait des sympathies politiques entre la direction de l'usine et Sarkozy, mais non, les frites avec les collègues quand même. Les frites plutôt. Avec Sarkozy. D'accord. Et lui, les rillettes avec Fillon, non, bien sûr que non. Alors, est-ce que vous préférez séquestrer un grand patron ou François Hollande, si vous aviez le choix? Oh bah, séquestrer un patron. Plutôt François Hollande en termes de pouvoir parce que d'abord Hollande, il est bientôt plus là, donc l'actualité, ça va pas être ça. Mais non, mais séquestrer, même si c'est très, très discuté, la séquestration, évidemment, mais c'est sûr que c'est un mode d'action qui me choque pas, moi. C'est comment on se défend. Et donc, ça a été fait quand même plusieurs fois. Donc non, là, on pense bien évidemment au patronat qui aujourd'hui licencie ou ferme des usines ou dégrade les conditions de travail. Donc ça fait partie des actions de défense. Alors, est-ce que vous préférez lire le dernier livre de Pierre Gattaz ou écouter un discours du pape François?
C'est difficile comme choix là. Je crois que je vais dire ni l'un ni l'autre. Hein. Le pape François, il vous parle pas, il vous interpelle pas? Non. C'est sûr qu'il fait presque plus sympathique évidemment que les deux papes d'avant. Hein. Mais bon, voilà quoi, ça reste quand même le Vatican, ça reste quand même, là aussi encore une fois, il y a beaucoup de richesse au Vatican, ça prône beaucoup la pauvreté, mais en même temps c'est très riche. Enfin voilà, il y a quand même des choses scandaleuses qui se passent dans l'Église catholique. Et puis là, j'ai vu les discussions sur l'avortement, notamment le droit à l'avortement. Les positions de l'Église ne sont pas forcément très progressistes encore, quoi. Donc, et lui, c'est pas sûr qu'il soit très progressiste sur ces questions-là. Un peu plus que les autres, un peu quand même. plus que les autres, oui. Mais enfin, après, c'est le un peu plus, un peu moins, c'est toujours. Alors, pour terminer, compliqué. vous qui êtes fan de foot, vous préféreriez avoir un portrait dans SoFoot, une interview dans l'équipe? Ça dépend pour discuter de quoi, mais ni l'un ni l'autre, parce que je ne suis pas là pour parler de foot. Voilà, je ne suis pas là pour parler de mes goûts personnels, je suis là pour défendre des idées. Vous ne feriez pas Ambition Intime, vous donc? J'ai déjà refusé des interviews sportives. Enfin, dans les trucs et Ambition Intime, vous ne feriez pas donc? Non, mais je n'ai pas été invité non plus, mais si j'avais été invité, j'aurais dit non. Ouais. Merci. Merci Philippe Poutou, merci Merci d'avoir à été vous. aujourd'hui dans Merci. Point de Paul. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit. À bientôt. Au revoir.